par Dossier Facile et l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Donc, je suis Clara Dumont, en charge du déploiement pour Dossier Facile. On est ravis d'être là aujourd'hui pour parler du parcours du candidat locataire et des différents droits et devoirs que ça signifie, tant pour les candidats locataires que pour les propriétaires. Pour cela, on va parler de différentes étapes de ce processus de recherche de logement et de mise en location d'un logement. On va voir dans un premier temps un peu la petite annonce, les informations importantes et légales qui doivent apparaître dans la petite annonce. Et puis, on va continuer en évoquant le cadre juridique qui entoure le dossier de location, avant de terminer par ce qu'on souhaite quand on recherche ou quand on loue un logement, c'est-à-dire la conclusion du bail. Je vous propose que pour chacune de ces parties, on les entrecoupe de quelques minutes. Il y a déjà des besoins d'éclaircissement sur ce qui aura été dit, et puis qu'après, on se laisse une vingtaine de minutes pour échanger un peu plus et approfondir certaines notions si besoin. Sachez qu'en tout cas, ce webinaire sera enregistré et pourra être évidemment en replay. Et voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble de cet entretien. Je vous propose, en termes de technique, au niveau des questions-réponses, d'utiliser le petit bouton Q et R que vous trouverez normalement en bas de votre écran. Et donc, ça nous permettra, nous, voilà, d'avoir accès à vos questions et de les transmettre aux intervenants, que je laisse d'ailleurs se présenter et enchaîner pour le webinaire. Du coup, David, voilà, si vous voulez commencer. Enchanté, donc David Rodriguez, je suis juriste au sein de l'association de consommateurs CLCV et donc je participe voilà, avec Dossier Facile à l'organisation de ce webinaire. J'espère que vous le trouverez intéressant. Donc là, je laisse M. Hatchuel se présenter à son tour. Bonjour à tous, je suis Arthur Hatchuel et donc je suis intrapreneur et chef de produit chez Dossier Facile, qui est donc une start-up d'État au sein du ministère du Logement. Et donc moi, je parlerai en particulier des droits et devoirs qui entourent le dossier de location et de comment Dossier Facile accompagne les candidats locataires et les propriétaires sur le sujet. Donc voilà. D'ailleurs, je vois qu'il y a une première question sur une personne qui est propriétaire et non locataire. Je pense que je conseille de rester également, puisque ça concerne aussi le propriétaire, tout ce qu'on va dire, même si c'est le parcours de la mise en location sur lequel on s'intéresse plus particulièrement. Clara, du coup, je te relaisse la parole. Super, merci. Je vous propose peut-être, David, de commencer voilà, avec la première étape de ce parcours candidat locataire et puis voilà, voir après 5 minutes de questions peut-être s'il y a déjà des questions à ce moment-là. Oui, alors voilà, on voulait quelque chose d'assez chronologique et comment est-ce qu'un locataire va choisir son logement, qu'est-ce qu'il va trouver et les informations qui vont lui être communiquées. Et pour ça, la première étape, en fin de compte, c'est la petite annonce. Petite annonce qui peut être rédigée soit par un professionnel de l'immobilier, soit par un particulier. Et on va voir que la réglementation, en fin de compte, n'est pas forcément identique dans ces deux cas. Du moins, elle n'était pas identique jusqu'à très récemment, vu qu'il y a eu une petite réforme qui est intervenue en janvier dernier pour améliorer tout ça. Donc, le principe, c'est qu'une petite annonce doit bien évidemment donner envie aux candidats locataires de choisir le logement. Sauf que pour ce faire, il faut qu'il y ait différentes mentions qui lui soient communiquées. Et vous avez donc un arrêté de janvier 2017 qui ne concerne que les agents immobiliers, donc que les professionnels de l'immobilier, qui impose des mentions obligatoires dans le cadre d'une petite annonce. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un bien ou lorsqu'un professionnel de l'immobilier met un bien en location, il doit obligatoirement mentionner le loyer, donc loyer, ce qui paraît logique, loyer, donc toutes dépenses confondues, c'est-à-dire charges comprises,
Le cas échéant, si on est en zone d'encadrement des loyers, donc sur Paris ou Lille par exemple, il doit y avoir également le complément de loyer. On pourra revenir dessus s'il y a des questions. Et ensuite, on doit détailler comment on a décomposé ce loyer. C'est-à-dire qu'on devra mentionner pour un loyer à 1 000 euros, charges comprises, il faudra donc indiquer en dessous, c'est 900 euros et 100 euros de charges. Ça, on a très peu de particuliers, notamment, qui le font et qui se contentent de mettre une information globale avec une dépense globalisée en quelque sorte en charges comprises. Ensuite, on doit, donc les agents immobiliers toujours, depuis le 1er avril, donc c'est tout récent, lorsque le bien est situé dans une zone d'encadrement des loyers, l'agent immobilier doit mentionner le montant maximum du loyer, donc le loyer de référence majoré. C'est-à-dire qu'en gros, on doit dire que pour tel type de logement, le loyer ne peut pas être supérieur à 1 200 euros hors charge, donc ce qui permet au candidat locataire d'apprécier le loyer tel qu'il lui est proposé et de voir s'il correspond effectivement ou non au mécanisme d'encadrement des loyers, s'il dépasse ou non le maximum légal. On ose espérer que le professionnel quand même n'irait pas jusqu'à être contradictoire dans le cadre de sa petite annonce et mentionner un loyer qui serait illégal. Bon. On doit préciser également le montant du dépôt de garantie. Donc, c'est ce qu'on appelle plus couramment la caution, mais effectivement, préciser si le dépôt de garantie correspond à 1 000 euros. Donc, il est toujours calculé hors charge. Donc, il y a équivalent à 1 mois de loyer pour une location nue et à 2 mois de loyer, toujours hors charge, pour une location meublée. Sachant que ce sont des maximums et beaucoup de bailleurs n'hésitent pas, notamment dans le cas d'une location meublée, à aller en deçà et à faire l'équivalent d'1 mois ou d'1 mois et demi de loyer, par exemple, au lieu d'aller sur les 2 mois réglementaires. Le professionnel doit mentionner également ses honoraires. Donc, on a des honoraires qui varient selon la taille du logement et la localisation géographique du bien. Donc, on est à 12 euros le mètre carré si on est sur Paris, dans les zones très tendues, donc on va dire la petite couronne parisienne. 10 euros dans les grandes agglomérations, hein, Lille, Montpellier, Bordeaux ou Lyon, par exemple. Et 8 euros le mètre carré de surface habitable dans les autres zones géographiques. Également l'état des lieux, qui peut être facturé à 3 euros le mètre carré. Donc tout ça doit être mentionné dans la petite annonce. Et enfin, on a la commune, ce qui peut toujours être agréable quand même et appréciable lorsqu'on cherche un logement, et dans les zones concernées, donc sur Lyon, Paris et Marseille, donc l'arrondissement. Alors surtout, on a une information qui doit être mentionnée et qui est régulièrement mise de côté ou qui est mal libellée, c'est la surface habitable du bien. C'est-à-dire qu'on doit dire sa surface habitable, on doit donc indiquer qu'on est sur du 20 mètres carrés par exemple. Donc on n'impose pas forcément le nombre de pièces, mais au moins cette superficie. Il faut savoir pour les logements qui sont situés en copropriété que la superficie est mentionnée en loi Carrez. Et vous avez beaucoup de bailleurs et d'agences immobilières qui font cette confusion et qui vont spontanément reproduire sur la petite annonce la superficie Carrez qui ne correspond pas forcément à la surface habitable. On voit par exemple parfois des bailleurs qui vont dire bah, écoutez, moi je loue une chambre qui fait 12 mètres carrés avec Carrez, avec en plus un petit des toilettes sur palier qui sont à 3 ou 4 mètres carrés de surface privative et que par conséquent je vais additionner le tout, ça me fera un logement unique de 12 ou 15 mètres carrés, peu importe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et de même, la surface habitable ne se correspond pas avec la surface au sol. Et là encore, dans les petites annonces, vous avez par exemple, notamment lorsque vous êtes sous des combles, des logements où on vous précise, voilà, on est à 30 mètres carrés au sol. La surface habitable, il faut qu'il y ait minimum 1,80 m de hauteur. Donc, ça se trouve, vous êtes sous un Toblerone géant, mais non, vous pouvez tenir debout que sous le fait des combles, ce qui fait que la surface habitable serait peut-être que de 10 ou 12 mètres carrés. Donc, bien inférieur à ce qui peut être mentionné. Alors, ces informations, à l'heure actuelle, elles sont requises que lorsque la petite annonce est passée par un agent immobilier. Depuis, on a eu la loi 3DS du 21 février 2022 qui a modifié un petit peu la situation et qui impose des informations, on imagine similaires parce qu'on est toujours en attente d'un arrêté, donc des informations de ce type lorsque l'annonce va être publiée par un particulier. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel bailleur qui voudra passer sa propre annonce de lui-même, que ce soit notamment, on peut imaginer, on a des sites internet sur le sujet, donc il devra veiller à ce que toutes ces informations figurent bel et bien dans la petite annonce, et ce qui va imposer également certains travail pour tous les éditeurs et les différentes plateformes de mise en location, parce qu'elles devront faire en sorte que la présentation de leurs annonces permette le respect de ce futur arrêté, et notamment l'indication des différentes informations qui doivent être communiquées aux candidats locataires.
Voilà concernant les premières informations. Après, si vous avez des questions, sinon on peut continuer. Super, merci David. Est-ce que si on doit résumer comme ça vraiment voilà, les points vraiment essentiels, qu'est-ce qu'on dirait alors? Le plus important, c'est la décomposition du loyer. C'est-à-dire le bailleur considère souvent à tort que ce qui intéresse le locataire, c'est son enveloppe globale, à savoir ce qu'il va débourser par mois, à savoir un loyer, charges comprises. Sauf que sur un loyer, sur une enveloppe à 1 000 euros, c'est pas pareil si vous avez 800 euros de loyer plus 200 de charges ou 950 euros de loyer plus 50 euros de charges. Pourquoi? Parce que déjà, votre loyer est révisé chaque année. Et par conséquent, l'augmentation annuelle varie selon un indice, l'indice de référence des loyers. Et donc, bien évidemment, elle sera plus importante si vous êtes à 950 euros qu'à 800 euros. Ensuite, il y a ce qu'on appelle parfois des petits abus sur les problèmes de minoration des provisions pour charges. C'est que vous avez des professionnels ou des bailleurs, parfois par maladresse, parfois d'autres tentatives derrière, d'autres objectifs qui minorent le montant des provisions. On dit, ben voilà, on va avoir 50 euros, ça on l'a vu dans de nombreux dossiers, 50 euros de charges par mois, alors qu'en fait, vous avez dans ces 50 euros l'ascenseur, le chauffage collectif, l'eau et le gardien. Donc autant dire que c'est absolument impossible. Et en fin de location, vous allez avoir le bailleur ou l'agence immobilière qui va procéder à une régularisation et augmenter considérablement la provision pour charge. Donc c'est vrai qu'avoir une décomposition, c'est très important aussi bien pour le locataire parce que ça lui permet d'avoir une estimation précise du coût poste par poste de l'opération, donc du loyer et des charges, mais également pour le bailleur, parce que ça peut lui éviter éventuellement certaines mésaventures avec des actions en responsabilité. Merci. Une question aussi qui nous est posée. Quelle est la différence entre habitable et carrez? À superficie habitable, c'est la superficie qu'on utilise de manière usuelle pour déterminer, je dirais, surface d'un bien. Elle est définie dans le cadre du Code de la construction et de l'habitation. La surface habitable, c'est presque pareil, la surface carrée, pardon, c'est presque pareil, sauf que c'est que pour la copropriété. Si vous regardez des petites annonces de vente de biens, par exemple, vous trouverez souvent loi Carrez pour un appartement en copropriété, vous le trouverez pas ou rarement dans tout ce qui concerne une maison individuelle. En fait, il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que dans une habitat, pardon, par rapport à une superficie carrée. Par exemple, une mezzanine, une loggia peuvent éventuellement être comptabilisées dans le cadre d'une surface carrée, donc que l'on détermine dans le cadre d'une copropriété, alors qu'à l'inverse, elles ne vont pas être comptabilisées dans le cadre d'une superficie habitable. Donc généralement, alors, lorsque vous avez un appartement qui n'a pas de spécificité particulière, hein, en gros on va dire que c'est un carré, on va considérer effectivement souvent l'habitable est égal et équivaut à la carrèse. Mais si vous commencez à avoir des petits éléments particuliers, effectivement des mezzanines, des loggias, plus des lots qui sont distincts et qui peuvent être annexes à l'appartement, là, la carrèse va se différencier de la surface habitable. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et reproduire d'office dans le bail la superficie que l'on a dans l'acte de vente peut être source d'erreur. Et je dirais que peut conseiller, hein, vu que la surface habitable doit impérativement figurer dans le contrat de location, on peut effectivement conseiller de faire appel à un professionnel pour qu'il vienne mesurer et déterminer la surface habitable, celle que parfois on appelle surface Boutin, parce que c'est la loi Boutin qui avait imposé cette mention hein, dans le bail. Et donc bien veiller à ce qu'on ait ce certificat. Super, merci. Donc, une fois qu'on a effectivement trouvé sa petite annonce avec toutes ces informations, on contacte le propriétaire, le bailleur, et donc vient en ligne la question du dossier de location. Et donc, Arthur, je te laisse la main, enfin la parole plutôt. Oui, effectivement. Donc, une fois que vous avez trouvé en tant que locataire le bien, l'annonce qui vous intéresse, généralement, donc, vous contactez le propriétaire et celui-ci, pour faire sa sélection de candidats, va demander au candidat de fournir un dossier qui contient un certain nombre de pièces. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi encadre les pièces justificatives qui peuvent être demandées aux candidats locataires et à leurs garants. Donc, c'est le décret numéro 2015-1437 du 5 novembre 2015
qui fixe. Donc, c'est une liste limitative. Et donc, cela signifie non pas qu'il faut obligatoirement fournir toutes ces pièces, mais cela signifie qu'on ne peut fournir que ces pièces-là. Et donc, toute demande de pièces supplémentaires est parfaitement illégale. Donc, les pièces demandées sont de plusieurs types. On va retrouver un justificatif d'identité, une pièce d'identité, un passeport, une carte d'identité, un titre de séjour. On va y retrouver un justificatif de domicile. Donc, le propriétaire ou l'agence, les règles sont les mêmes, peut demander un avis de taxe foncière pour le cas d'un propriétaire qui chercherait à louer. Si c'est un ancien locataire, il peut lui demander ses quittances de loyer, une attestation de bon paiement de loyer, voilà, tout élément qui permette de s'assurer que le locataire payait bien ses loyers. Il peut également demander tout ce qui a trait à la situation professionnelle. Donc, ça va être un contrat de travail, ça peut être pour un étudiant sa convention, ou un stagiaire, par exemple, une convention de stage, un certificat de scolarité. Il y a également voilà, pour les indépendants, on va retrouver des cartes professionnelles ou des certificats de type identification INSEE, des extraits CABIS, voilà, pour les sociétés, pour les commerçants. Ils peuvent, il y a une partie sur la justification de ses revenus, donc fournir les 3 derniers bulletins de salaire, les 3 derniers bulletins de pension, de retraite, et également pour les stagiaires aussi, voilà, les indemnités de stage, si c'est des indépendants, ça peut être des bilans comptables. Et puis, il est également possible de demander une copie de l'avis d'imposition qui permet également, voilà, de vérifier en même temps les revenus de la personne, également son identité, sachant que l'avis d'imposition, en plus, étant un document délivré par l'État, il existe un service qui permet de vérifier l'avis d'imposition sur le site des impôts afin de s'assurer qu'il n'a pas été falsifié. Alors, effectivement, le dossier de location pose parfois des problèmes de confiance entre le locataire et le propriétaire, puisqu'il arrive que des propriétaires demandent des pièces qu'ils n'ont pas le droit de demander. Alors, si en tant que locataire, on vous demande des pièces, alors vous êtes, voilà, là, vous pouvez le savoir maintenant, on n'a pas le droit de vous les demander. Si on vous demande votre RIB, si on vous demande des relevés de compte, un livret de famille, un extrait de casier judiciaire, des copies d'actes de divorce, des choses comme ça, tout ça est interdit et la loi interdit de demander ces pièces-là. Si ça vous arrive et que vous tenez absolument au bien, voilà, effectivement, on peut être tenté de les fournir quand même. Il faut faire quand même très attention au niveau des pièces qu'on fournit et s'assurer qu'elles ne vont pas être… on a confiance dans les personnes à qui on les remet. Si c'est un professionnel, il est également possible de faire un signalement sur la plateforme Signal Conso, qui a été mise en place par la DGCCRF afin de signaler le cas d'une agence immobilière qui demanderait, par exemple, des relevés de compte bancaire pour s'assurer de la solvabilité d'un candidat. Alors, il peut être le cas parfois où en fait, des pièces supplémentaires vont être demandées, mais non pas dans le cadre de l'étude du dossier de location, mais dans le cadre en fait, de l'analyse de la solvabilité. Ce sera si le propriétaire souhaite se prémunir via une garantie loyer impayé et donc des systèmes d'assurance. Et dans ce cas-là, c'est bien distinct du dossier de location. Et là, des pièces permettant justement d'apprécier la solvabilité du candidat locataire pourront être demandées en plus. Voilà. Un petit peu sur le dossier de location, ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà par rapport à ça. Super, merci Arthur.
Peut-être oui, une alerte concernant, voilà, je redis, concernant l'envoi du dossier de location et de faire très attention à qui on l'envoie. En fait, il y a beaucoup sur les sites d'annonces immobilières, il y a beaucoup de fausses annonces qui circulent malheureusement, malgré l'effort que les sites peuvent mettre pour essayer de les détecter. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où on vous demande d'envoyer un dossier alors que vous ne savez pas vraiment qui est la personne. Et en fait, il s'agit d'une arnaque et vos pièces vont être utilisées ensuite pour usurper votre identité, ouvrir des comptes bancaires en votre nom. Voilà, il y a 210 000 cas par an d'usurpation d'identité, tout type, tout motif confondu. Et il se trouve que quand vous allez déposer plainte à la police, on vous demande souvent si vous n'avez pas fait un dossier de location récemment. Parce que c'est une astuce malheureusement connue des personnes. Ça rejoint du coup ce qu'une internaute nous dit en disant que Dossier Facile nous permet donc de créer un dossier locataire en toute sécurité. Alors oui, effectivement, donc le service de l'État Dossier Facile qui a été mis en place permet donc de se prémunir des deux risques que j'ai donnés, c'est-à-dire que sur les demandes abusives, donc le dossier qui est fait sur Dossier Facile respecte les pièces qui sont exigées, qui peuvent être exigées dans le cadre légal. Et donc, vous savez que si on vous demande des pièces supplémentaires, c'est hors champ légal. Et souvent, souvent ça va être le cas pour les personnes qui vont refuser Dossier Facile parce qu'en fait, elles vont demander à ce qu'on leur fournisse des pièces de manière abusive. Et puis le deuxième cas, le deuxième point sur l'usurpation d'identité, c'est qu'avec Dossier Facile, on va filigraner toutes les pièces, donc recouvrir toutes les pièces d'une mention transparente, mais qui est quand même lisible, qui dit que toutes les pièces sont réservées exclusivement à la location d'appartements. Ça évite effectivement que ces pièces soient réutilisées à d'autres fins. Si on décide tout de même d'envoyer un document supplémentaire hors cadre, on peut en tout cas penser à bien le protéger, quoi. C'est un peu voilà, dans tous les chose clé. voilà. Alors, on a quelqu'un qui nous demande, d'accord, lors de la demande de logement social, le livret de famille est demandé lorsque l'on ajoute un co-demandeur. Est-ce que c'est légal? Alors, sur la demande de logement social, ce qui est hors du champ de Dossier Facile, c'est très différent. Effectivement, les pièces qui peuvent être demandées sont plus importantes. Enfin, la liste des pièces est différente. Et effectivement, si vous allez sur le site de demande de logement social.gouv.fr, il n'y a pas d'arnaque. Les pièces qui vous sont demandées, ce sont les pièces qui sont nécessaires à fournir. Mais là, on parle effectivement exclusivement de la location privée et donc pas du logement social. Mais effectivement, c'est un arrêté de décembre 2020 qui liste les documents qu'un bailleur social est à même de réclamer à un candidat locataire, parce que là, c'est un logement social, donc le logement est accordé en raison des caractéristiques familiales et économiques notamment, et le livret de famille peut effectivement être réclamé et demandé par le bailleur social dans différents cas, notamment en cas de mariage ou pour les enfants mineurs, ainsi de suite. Donc, notamment pour s'assurer qu'il y a bien un lien entre le titulaire du logement social et les personnes que l'on veut inscrire dans le bail également. Donc, ça explique pourquoi parfois le livret de famille est réclamé. Oui. Peut-être je peux redonner aussi, donc dans le cadre d'une location privée et d'une agence immobilière, pour le cas d'un professionnel de l'immobilier qui vous demanderait une pièce et qui n'a pas le droit de demander, ce qui est plus grave finalement que si c'est un propriétaire particulier, puisque normalement les professionnels sont vraiment censés connaître leur métier. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez donc utiliser la plateforme Signal Conso. Et peut-être qu'on va remettre même l'adresse dans le chat pour faire cette déclaration, ce qui permet ensuite que les services en fait, de la répression des fraudes soient avertis et puissent d'abord demander une explication aux professionnels. Super. Une question encore. Est-ce qu'il est possible de fournir le dossier à une agence immobilière via Dossier Facile?
Oui, alors tout à fait. Le dossier, une fois constitué, est validé par dossier facile. Une fois, vous pouvez y accéder via votre compte dossier facile. Et c'est une URL, donc un lien web que vous envoyez à l'agence. Et elle clique sur le lien et elle a accès au dossier. Par ailleurs, dans le lien, il y a un bouton, la page qui s'ouvre, et il y a un bouton qui lui permet aussi de télécharger le dossier au format PDF, si ce qu'elle préfère, c'est ce genre de format. Super. On prend peut-être la dernière question avant d'enchaîner ensuite. On a une question d'une personne qui nous dit: un bailleur privé peut-il refuser une candidature alors que le candidat possède tous les documents légaux correspondant à sa situation? Il nous donne un exemple: il est hébergé chez la famille pendant 2 ans, il a les documents nécessaires, mais sa candidature n'est pas prise parce que pas de quittance de loyer. Alors, dans tous les cas, effectivement, rien n'oblige un propriétaire à accepter le dossier d'un candidat locataire. De ce point de vue-là, la protection de la propriété privée, le propriétaire est souverain sur son bien et c'est lui qui décide quand bien même tous les documents légaux sont fournis. Oui, la seule limite, en fait, c'est de ne pas de commettre de discrimination. Voilà, et c'est vrai que ça rejoint un peu aussi l'une des questions qui était posée avant, où un locataire se plaignait parce qu'on lui refuse un logement dont le loyer pourtant 200 € moins cher que le précédent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de droit, je dirais, il n'y a pas d'obligation pour un bailleur de choisir un locataire déterminé, précis. La seule limite, c'est la discrimination, et laquelle doit être démontrée, ce qui est toujours plus compliqué. Et c'est vrai que bien souvent, il arguera, il indiquera que bah oui, moi j'ai choisi plutôt tel dossier parce que il avait un meilleur garant, une meilleure caution, ou tout simplement parce qu'il avait des revenus plus importants. Quand bien même, effectivement, le nouveau loyer serait inférieur au précédent. Des contrats personnels, qu'on appelle un peu en jargon juridique des contrats intuitu personnés, et c'est vrai qu'il faut démontrer la discrimination. Alors, juste un petit point. Il faut dire qu'en matière locative, on inverse la charge de la preuve. C'est que généralement, il appartient à la victime de la discrimination de démontrer qu'elle a fait l'objet d'une discrimination. Dire, ben voilà, on a refusé ce logement pour des raisons liées à ma nationalité, à mes origines, à ma religion, peu importe. En matière locative, c'est le contraire. Il appartient au bailleur de démontrer qu'il a refusé un logement pour des motifs autres que discriminatoires. Après, cette preuve peut être assez facile à démontrer de la part de propriétaire, c'est-à-dire, bah oui, j'ai choisi tel locataire parce qu'il gagne plus. Voilà. Mais il n'empêche, voilà, il y a eu une enquête assez récente là, qui a été réalisée sur des discriminations raciales. Donc bon, il y a encore beaucoup à faire, et c'est vrai que c'est intéressant à savoir. Alors, le plus difficile, c'est la discrimination économique, parce qu'effectivement, le bailleur va invoquer les meilleures ressources du candidat du locataire choisi, voire et j'en arrêterai là, le fait que son assurance garantie de loyer impayé impose un certain seuil de taux d'effort. Et par exemple, les fameux 33% de taux d'effort. Et là, d'office, en fonction de vos revenus, l'assurance peut refuser le dossier. Est-ce que c'est ou non une discrimination économique? Ça peut l'être, mais c'est vrai que sinon l'assurance ne prend pas et le bailleur ne sera pas couvert. Donc c'est vrai que ça a quand même ses limites. Et juste dans la deuxième partie de la question qui était posée, il est possible de louer si on n'a pas été locataire avant et ni propriétaire et qu'on a été hébergé. Il y a dans les documents à fournir une attestation d'hébergement fournie par la personne qui vous héberge, fait tout à fait office de justificatif de domicile et voilà, il fait partie de la liste des pièces qui peuvent être demandées. Super, merci pour toutes ces précisions. Peut-être que du coup, David, je vous propose de passer à la dernière étape, celle qu'on recherche tous, la signature. Alors, dernière étape, la donc conclusion du bail. Dernière étape, signature du bail. Après, on verra peut-être une autre conférence. Pour rappeler, juste, on se garde une dizaine, quinzaine de minutes à la fin, et comme ça, on pourra revenir peut-être sur certaines questions et approfondir certains points si nécessaire. Donc,
vous signez le contrat de location. Alors, votre contrat de location doit être établi par écrit. Ça paraît évident, mais on a encore des personnes qui ont un bail verbal. Donc, toujours bien de le rappeler, on a un contrat de location établi par écrit qui doit être conforme à un modèle type. Maintenant, voilà, vous avez un décret qui fixe le modèle type que doit respecter, enfin, une trame, donc que doit respecter le bail, sachant que c'est un contrat déjà pré-rédigé. Vous n'avez qu'à remplir les cases, donc vous pouvez le trouver sans grande difficulté, sachant que le contrat varie selon qu'on est dans le cadre d'une location meublée ou une location nue. Alors, donc, dans ce contrat, on va trouver les informations essentielles, à savoir le descriptif des lieux, si on est en monopropriété ou en copropriété, la date ou une période de construction de l'immeuble, est-ce qu'on est sur un chauffage collectif individuel, la superficie, donc toutes les informations pratiques. On va surtout trouver également les coordonnées du bailleur. C'est très important parce que vous avez des agents immobiliers qui volontairement ne mettent pas les coordonnées du bailleur et se cachent derrière le RGPD, donc le Règlement général de protection des données personnelles, ou derrière le secret professionnel. Il y a une obligation de mentionner les coordonnées du propriétaire dans le cadre du contrat de location, tout simplement parce que de toute façon, juridiquement, le contrat est conclu entre le locataire et le bailleur. Donc, il faut qu'il y ait ces coordonnées. Et bien sûr, après, on va retrouver tout le reste, les classiques, à savoir le loyer, les modalités de révision, éventuellement le complément de loyer, donc le montant des provisions mensuelles pour charge, le dépôt de garantie s'il est réclamé, le cas échéant. Alors ça, c'est ce qu'on a dans le bail. Mais après, on a tout ce qui gravite autour du bail. Alors déjà, on a une notice d'information. Notice d'information, c'est encore un arrêté qui nous fixe un document purement informatif, hein, tout est dans le nom, qui fait une quinzaine de pages, hein, ce qui explique maintenant que lorsque vous allez louer un logement, on vous remet un gros dossier qui fait déjà une vingtaine de pages entre d'une part le bail type et la notice d'information, et on vous dit, en gros, on vous explique dans cette notice d'information les droits et obligations et devoirs de chacune des parties. Bon, tout est dans le nom, c'est uniquement pour donner au bailleur locataire les premières informations minimales, hein, on va dire, pour qu'il y ait des bonnes relations dans le cadre pendant toute la durée du bail et pendant la location. Après, on a l'état des lieux, du moins à l'entrée. Donc, l'état des lieux, très important, parce que c'est là où on va dire si le logement, lorsqu'il a été remis au locataire, est en bon état ou en mauvais état. Donc, il faut être très vigilant et ne pas hésiter à être extrêmement précis lors de l'état des lieux d'entrée, parce que pour l'état des lieux de sortie, lui, il sera très précis. Donc, il faut être très vigilant sur ça, et c'est autant dans l'avantage du bailleur que du locataire. Comme ça, on évite les mauvaises surprises. Et après, on a tout ce qui concerne le dossier du diagnostic technique. Donc, c'est le DPE, diagnostic de performance énergétique. Donc, c'est pour vous dire si vous êtes dans une passoire énergétique ou au contraire dans un logement correctement isolé. Sachant que maintenant, on sait qu'à partir de 2023, 2028, ainsi de suite, on a différentes échéances. Ça va entraîner la lettre de performance énergétique, si vous êtes classé E, F, G, peut avoir une incidence sur la décence du logement et la possibilité de le louer ou non. On doit également vous annexer ce qu'on appelle le CREP, constat de risque d'exposition au plomb. Voilà. Est-ce que vous avez des peintures, donc ça c'est plutôt pour les anciens immeubles, hein, est-ce que vous avez des peintures qui contiennent du plomb? Donc là encore, très important. Un document concernant l'état de l'installation de gaz et d'électricité, si votre installation a plus de 15 ans, et notamment pour savoir si l'installation non pas est conforme aux normes, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour le bailleur de mettre un logement avec une installation aux normes, mais voir si cette installation n'est pas dangereuse. Donc on va vérifier si vous avez effectivement une prise à la terre, vous avez bien un disjoncteur, une liaison équipotentielle par rapport à la baignoire, ce qui vous éviterait éventuellement de prendre du jus lorsque la machine à laver tourne. Ça arrive, donc pas toujours agréable. Donc, vous devez avoir ces différents documents. Plus classique, l'état des risques naturels et technologiques, hein, pour savoir si vous êtes dans une zone catastrophe naturelle ou Céveso, c'est-à-dire qu'une usine qui est en face qui menace qui, si elle explose, est dangereuse. Donc, tout tas de documents qu'il faut quand même faire attention, mais qu'on lit jamais, hein. On ne va pas se leurrer parce que c'est extrêmement long et complexe, mais on ne les lit pas. On doit vous dire si le logement a fait l'objet d'une catastrophe naturelle et technologique. Donc, est-ce qu'il y a eu effectivement un énorme dégât des eaux suite à une catastrophe naturelle? Et moins anecdotique, mais que les bailleurs oublient systématiquement. Pour le reste, on le trouve régulièrement, mais ce que les bailleurs et les agences immobilières oublient très très couramment, c'est le règlement de copropriété. C'est-à-dire que le bailleur doit joindre au bail le règlement de copropriété. Et pourquoi? Parce qu'on va trouver dans le règlement de copropriété, d'une part, la grille de répartition des charges. Et c'est vrai que les dépenses qui vont être imputées aux locataires au titre des charges locatives sont ventilées en fonction de cette grille de répartition des charges.
Et il faut savoir que le bailleur, lorsqu'il va procéder à la régularisation annuelle des charges, doit communiquer aux locataires leur mode de répartition. Et donc, du coup, ce mode de répartition, on ne va pas aller le chercher bien loin, il est dans le règlement de copropriété. Ensuite, on a dans le règlement de copropriété également les modalités de jouissance d'occupation tant des parties privatives que des parties communes. Et vous avez des règlements qui, par exemple, peuvent interdire l'exercice d'une activité professionnelle, donc non seulement commerciale, mais d'une activité professionnelle, c'est-à-dire vous voulez exercer une activité de sophrologue ou de dentiste dans votre logement. Tout à fait possible, c'est la loi de 89, donc vous faites ce qu'on appelle un bail mixte. Pourtant, des règlements de copropriété peuvent l'interdire. Si on ne vous communique pas en tant que locataire ce document, mais que vous exercez quand même cette activité, le syndicat des copropriétaires sera à même d'exiger que vous cessiez cette activité et ça va donc entraîner une résiliation du bail. Donc le bailleur, lui, engagera sa responsabilité puisqu'il a conclu un contrat ayant un objet qui était pourtant interdit dans le cadre du règlement de copropriété. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est très important même pour la définition des parties privatives et parties communes. On a parfois des bailleurs qui, par maladresse, ne se rendent pas compte, mais ils ont loué une partie commune. Oui, vous êtes au dernier étage sur un vieil immeuble, il y avait le palier. Oui, ben non, palier, c'est une partie commune, on ne peut pas louer, il ne peut pas y avoir d'appropriation, donc vous ne pouvez pas le meubler, vous ne pouvez pas faire une porte devant pour vous l'accaparer, ainsi de suite. Donc c'est vrai, c'est un document qui est très important et qui pourtant est rarement annexé au bail. Voilà pour l'essentiel. Après, on peut également développer un petit peu ou sinon partir sur les différentes questions-réponses concernant tout ce qui a été dit avant. Super, merci. Donc, être très vigilant dans les documents constitutifs à cette étape-là. Est-ce qu'on a des questions peut-être sur ce qui vient d'être dit à l'instant ou même sur l'ensemble des étapes qu'on a pu évoquer du candidat locataire? Si vous avez, vous aussi, Arthur et David, des informations complémentaires à apporter. On a en tout cas une question sur Oui, vas-y Arthur. Je ne me suis pas trop étendu tout à l'heure sur les garants, mais en fait, je voudrais rappeler que le cadre légal en fait, est le même pour les pièces des garants. Sur la liste des pièces qu'on peut demander aux garants, ce sont exactement les mêmes qu'on peut demander pour les garants de type, en tout cas, garant physique, c'est-à-dire une personne réelle, une personne physique qui va se porter garant pour le locataire. Il existe d'autres types de garants. On peut penser à un garant moral. Ça va être non pas une personne physique, mais une personne morale, par exemple. Une entreprise, une banque peut se porter garant. Et dans ce cas, il faudra une attestation de garantie de cette entreprise, ainsi qu'une pièce d'identité de la personne physique qui représente la personne morale, le chef d'entreprise, par exemple. Et puis, on peut penser également aux organismes aujourd'hui qui se portent garant, et notamment le Visal, donc la garantie Visal, qui est une garantie gratuite proposée par l'État. C'est Action Logement qui la met en œuvre. Et donc, c'est une garantie qui s'adresse, dont les conditions d'éligibilité sont toutes les personnes de moins de 30 ans ou les salariés en premier emploi, qui est destinée à faciliter le recours l'accès à un logement quand un propriétaire demande un garant. Voilà. C'est plus simple aussi pour le propriétaire de s'adresser ensuite directement à Visal en cas de souci pour les loyers impayés que d'aller chercher, par exemple, l'ami, le frère, le cousin de son locataire. Voilà, donc c'est un dispositif aussi à connaître. Pour rester sur le garant que tu étais en train d'évoquer, on a une question à ce sujet. Alors Arthur ou même David également, hein, si vous voulez compléter. Dans quel cas est-ce qu'on doit demander un garant? Donc, j'imagine dans le cas d'un propriétaire, par exemple, qui met son bien en location. Dans quel cas est-ce qu'il doit demander un garant? Bien, alors en tant que propriétaire, vous pouvez demander un garant à partir du moment où vous le souhaitez, en fait. Il n'y a pas de règles vraiment établies. Là où vous ne pouvez pas demander de garant, c'est quand vous disposez vous-même déjà d'une garantie loyer impayé.
Donc, si vous avez, ce sont souvent des services proposés par des banques ou des assurances qui vous assurent contre les loyers impayés. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de demander à votre locataire en plus une caution, ce qu'on appelle la caution. En fait, on utilise souvent les termes de caution et de garant un peu l'un pour l'autre, mais le terme vraiment légal, c'est le terme de caution. C'est la personne qui se porte caution pour le candidat locataire. Voilà. Et donc, en tant que propriétaire, si vous n'avez pas de garantie loyer impayé, ce qu'on appelle les GLI, vous pouvez tout à fait demander une caution à votre candidat locataire. C'est fréquemment le cas quand en fait la personne, parce que c'est un étudiant, un jeune, n'a pas elle-même les moyens de payer le loyer et en fait elle dépend des revenus, de ce que lui versent ses parents. C'est vrai, il y a effectivement une règle de non-cumul entre la caution d'une part et la garantie de loyer impayé. On a juste deux petites exceptions, c'est précisément pour l'étudiant, où là, par exception, on peut cumuler, le bailleur peut exiger une caution d'une part et tout en ayant souscrit une garantie de loyer impayé, et pour également l'apprenti, jeune travailleur, où là, parce qu'effectivement c'est un public jeune, ce qui peut rassurer également les assureurs. Donc du coup, il y a possibilité de cumuler. Mais en dehors de ces hypothèses, le cumul est interdit, et si un bailleur ferait quand même un cumul, dans ce cas-là, on considérerait que la caution est nulle et non avenue et ne pourrait pas être actionnée. Par ailleurs, il y a eu des évolutions concernant les règles du cautionnement, notamment avant, il y avait beaucoup de moyens de contester en fait pour un locataire une caution, le fait qu'elle soit caution via un peu des questions de forme et la loi est venue simplifier le fait, le texte à rédiger pour se porter caution et aujourd'hui, on ne pourra plus aller chercher la virgule qu'on n'a pas mise quand quelqu'un se porte caution. Et de ce fait, un peu dans la lignée de cette thématique garant, à vous deux, la question est posée. Est-ce que, en tant qu'un locataire étranger ou nouvellement arrivé sur le territoire français, est-ce qu'un propriétaire ou un bailleur peut exiger un garant français ou en tout cas un garant résident en France? Non, on ne peut pas refuser. Alors, même sans aller jusque-là, on ne peut pas refuser un garant au motif qu'il ne réside pas sur le territoire métropolitain. Et à l'origine de cette disposition, ce qui est très intéressant, c'est tout simplement, c'était des locataires qui étaient dans les dom-toms. Donc, et on leur refusait précisément la caution parce qu'on considérait, bah oui, ils ne sont pas en France, bah si, ils sont en France. Mais donc, on a dû préciser, pour ça, on n'indique pas dans les textes sous prétexte que la caution serait étrangère, mais qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas vous refuser. Vous venez d'arriver, peu importe vos lieux de provenance, vos parents résident ailleurs qu'en France métropolitaine, mais on ne peut pas vous refuser pour ce motif, la caution. Il y a une autre, Arthur, il n'y avait rien à ajouter. Sinon, il y a une autre question. On nous demande si en tant que locataire, on a l'obligation de signaler qu'on souhaite emménager avec un animal de compagnie, même petit. Et est-ce que le propriétaire, le bailleur, a le droit de refuser pour ce seul motif? Non. On n'a pas d'obligation de signalement ou d'information. Tout simplement, on ne peut pas interdire tant dans le bail que dans le règlement de copropriété la détention d'un animal domestique, d'un animal familier, sous réserve que celui-ci ne cause pas de préjudice, de troubles de voisinage, donc aboiement intempestif ou odeur. Après, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'abus, c'est-à-dire qu'on a parfois ce qu'on appelle le syndrome de Noé, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir chez elles énormément d'animaux, et donc on a des cas de jurisprudence où vous avez une personne qui a 15-20 chats. Donc, ce n'est pas les chats qui font le plus de bruit, ce serait différent avec des chiens, mais c'est vrai qu'il y a une odeur insupportable. Et donc, du coup, là, on peut intervenir. Mais vous voyez, c'est après coup, c'est compte tenu des nuisances. Par contre, il y a des petites limites. On peut clairement interdire les chiens d'attaque. Pitbull, Rottweiler, effectivement, on peut prévoir dans le contrat de location ou dans le règlement de copropriété une interdiction de détenir ces animaux-là. Après se pose la question de ce qu'on appelait avant les nouveaux animaux de compagnie. Maintenant, ils ne sont plus forcément nouveaux parce que ça fait longtemps, mais il y avait cette mode de l'iguane ou du serpent.
Par exemple, est-ce qu'un locataire peut avoir un serpent chez lui? Alors, pour anecdote, hein, il y a eu, je crois que c'était cour d'appel de Colmar, je ne sais plus, il y a une décision de justice où un bail avait été résilié parce qu'il avait un serpent chez lui alors qu'il ne causait absolument aucun préjudice. C'est clair, le serpent n'est pas forcément l'animal le plus bruyant qui soit. Donc, en dehors de ces hypothèses-là, si vous avez un animal, tout ce qui est de plus classique, un chien, chat, hamster, lapin, voilà, il n'y a pas d'obligation de signalement. Par contre, vous pouvez être tenu responsable des troubles de voisinage qu'il occasionne, et je pense notamment aux chiens, où là, parfois, ça peut être très tendu avec les voisins, parce que le chien, il peut ne pas supporter, surtout en appartement, la solitude. Voilà, ça peut être un peu trop petit pour lui. Il se met à aboyer toute la journée, donc le locataire, lui, n'est pas là, il n'entend pas, mais les voisins, ils l'entendent. Et donc, du coup, faut pas hésiter, c'est un conseil que je donne assez souvent, à se rapprocher d'un comportementaliste canin. Parce que certes, un chien qui aboie, c'est normal. Un chien qui aboie toute la journée, c'est pas normal. Donc, un comportementaliste canin sera très utile pour vous, sera très utile pour le chien, sera très utile pour le voisinage aussi. Même des recommandations animalerie. Comme quoi, tout est dans tout et réciproquement. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de litiges concernant les animaux de compagnie, faut pas croire. Très bonne question. Arthur, peut-être une question qui est un peu plus adressée à Dossier Facile, puisqu'il nous a demandé si le propriétaire peut créer un compte sur Dossier Facile et si oui, quels sont les avantages. Peut-être rapidement, parce qu'il nous reste... Oui, alors oui, tout à fait. Donc sur le site de Dossier Facile, il y a un espace propriétaire sur lequel le propriétaire crée un compte, déclare le bien qu'il souhaite mettre en location et peut ensuite permettre à ses candidats de s'inscrire automatiquement sur son bien. Les avantages, c'est donc qu'il va avoir au même endroit, de façon ordonnée et rangée, l'ensemble des pièces de ses candidats locataires et que par ailleurs, ces pièces-là auront été revues et validées par Dossier Facile, qui pourra suivre en direct où en est une pièce, si elle a été déposée, si elle est en attente de traitement, si elle a été refusée, si elle a été validée. Voilà. Donc, effectivement, très pratique pour le propriétaire. Par ailleurs, on est actuellement en train de refondre cette partie-là du site et prochainement, elle sera améliorée avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de gérer plusieurs biens pour un propriétaire qui disposerait de plusieurs appartements qu'il souhaite mettre en location. D'accord. Donc, un aspect pratique dans la gestion des documents Pratique personnels. et vérification des pièces. Voilà. Super. Et peut-être la dernière question, sauf si vraiment il y en a encore une ou deux qui arrivent, mais une question a été posée de savoir comment est-ce qu'on faisait pour établir une caution. Est-ce qu'il y a un document à ce sujet? Peut-être plus pour vous, David. Donc non, il n'y a pas de contrat type pour la caution, d'où la nécessité de bien la rédiger, hein, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'annulation de caution pour non-respect du formalisme. Donc la caution, elle peut être simple ou solidaire. C'est-à-dire que simple, c'est d'abord on demande au locataire et si vraiment toutes les actions à son encontre ont échoué, on se retourne contre la caution. Solidaire, ça veut dire que peu importe, dès que le locataire n'a pas payé une échéance du loyer, on se retourne d'office contre la caution. Le souci, c'est que effectivement, ça peut être assez compliqué. On avait à une époque des mentions obligatoires avec notamment tout un texte à écrire à la main et tout, c'était long, fastidieux et tout ça. On a eu une réforme du droit des sûretés qui est intervenue, qui est censée avoir simplifié le dispositif, mais qui a tellement simplifié que maintenant, je ne sais plus ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on doit quand même mentionner à la main qu'on est au courant de nos obligations. Avant, on mentionnait on recopiait un texte de 4 lignes, 5 lignes. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on recopie. Voilà, je dois recopier que je sais que je devais devoir payer un loyer. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez compliqué sur ça. En plus, il y a la notion de durée de la caution. Est-ce que la caution est à durée simple, enfin à durée déterminée, pardon, ou à durée indéterminée? Parce que c'est une incidence sur la possibilité pour la personne qui donne sa caution d'y mettre fin. Et ça a une incidence également sur le montant. Et enfin, le bailleur, ça on l'oublie souvent, chaque année, régulièrement, il doit informer la caution de l'évolution de la dette. C'est-à-dire que votre loyer, il est révisé chaque année. Il est à 1 000 euros, l'année d'après, il est à 1 010 par exemple. Et donc, de fait, il doit envoyer un courrier recommandé à la caution pour dire attention, le loyer annuel était maintenant à 1 010, charges comprises, et vous décomposez. Donc voilà, il y a tout ce formalisme que beaucoup de bailleurs ne font pas.
Et c'est vrai qu'on a cette sensation que la caution est un document et ratio est une garantie efficace. Il faut savoir qu'effectivement, comme c'était dit préalablement, il y a beaucoup d'annulations de caution pour des questions de procédure. C'est pas forcément facile d'actionner une caution, parce qu'en fin de compte, la caution, c'est un particulier. Et par conséquent, si votre locataire n'a pas payé en tant que particulier, ben, vous allez avoir les mêmes actions contre la caution. Et si elle ne paye pas, ben, il faudra faire une procédure. C'est pour ça que les GLI sont parfois souvent, donc garantie de loyer impayé, sont souvent préférés par les bailleurs. Ou sinon, d'autres dispositifs plus institutionnels, plus automatiques. On parlait de Visal tout à l'heure, qui est effectivement un système de cautionnement qui est gratuit. Et au moins, c'est organisé. Donc là, il n'y aura pas de problème d'impayé. Arthur, il y avait une information complémentaire. Je pense qu'on va pouvoir peut-être conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Alors moi, du coup, j'avais une question pour David. Puisque là, sur l'annonce immobilière, elle a été modifiée. Enfin, les réglementations ont été modifiées le 1er avril, hein, c'est ça? C'est tout récent, l'histoire de l'encadrement des loyers. Tout à fait. C'est à partir depuis le 1er avril, les agences immobilières qui publient une annonce d'un logement mis en location doivent mentionner dans les zones, hein, si soumises à l'encadrement des loyers, doivent mentionner le montant du loyer maximum. Donc ça, c'est tout récent. Et là, on va avoir un autre arrêté qui va être publié. Bon, on peut penser je dirais dans les semaines ou au pire dans les mois à venir, hein, mais je pense que ça va être plutôt dans les semaines à venir, un autre arrêté qui va être le pendant, l'identique, mais pour les particuliers. C'est-à-dire que maintenant, les agents immobiliers et le bailleur qui loue lui-même un bien devra mentionner, indiquer les mêmes informations sur sa petite annonce, quoi. Et notamment, en encadrement des loyers, le montant maximum du loyer. Et moi, ma question, c'était justement, si je suis un particulier et que je passe par un site d'annonce, je passe par PAP ou quelque chose comme ça, et que mon annonce ne respecte pas le formalisme, qui est responsable? Enfin, est-ce que la plateforme peut être aussi inquiétée d'un point de vue légal? Alors là, c'est toute la problématique des plateformes. Donc, ça joue même au niveau européen. Donc, je ne vais pas vous trancher ça maintenant. C'est vrai qu'il peut y avoir une responsabilité de la plateforme. Tout dépend des éléments et notamment de son rôle. Ce qui est clair, c'est qu'en l'état actuel, de toute façon, toutes ces informations peuvent être mentionnées dans l'aspect, je veux dire, il y a un texte libre qui est extrêmement long. Et donc, si on ne peut pas, dans les informations précochées, c'est-à-dire montant du loyer, ce genre de choses qui sont fermes et strictes, si on ne peut pas détailler, là, on peut le faire de toute façon dans le corps de l'annonce. Donc, il y aura une responsabilité de toute façon du bailleur à minima. Et très principalement, je ne vois pas PAP ou quoi que ce soit avoir sa responsabilité engagée parce qu'ils n'ont pas veillé derrière que dans le commentaire, ils n'ont pas décomposé le montant du loyer avec les montants des charges comprises. Par contre, il est clair que ces sites devront quand même, hein, ne serait-ce que à titre d'exemplarité et de lisibilité des annonces, revoir tout leur fascicule, toute leur présentation pour que toutes les annonces soient bel et bien, je dirais, lisibles, à savoir donc le montant de l'enveloppe globale et en dessous, en façon de manière moins apparente mais visible quand même, le montant du loyer hors charge, le montant des charges et le montant, le cas échéant, du complément de loyer. Oui, on pense qu'il y a une petite période qui va être d'adaptation, qui va être de Bah, tolérance, ou ça va alors être... là, après, déjà, faudra voir, déjà, il faut que le nouvel arrêté soit publié. Voilà, d'une part. D'autre part, il faudra voir sa date d'entrée en vigueur. Bon, on peut penser que ce sera au courant de l'année et du temps dont vont disposer les sites pour se mettre en conformité. Après, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que ça fait des années que cela est soulevé, hein, cette différence de traitement entre les annonces des particuliers et les annonces des agents immobiliers. C'est vrai que les sites auraient pu faire l'effort, hein, je ne vais pas dire de se mettre en conformité, mais faire preuve de transparence et d'anticiper une réglementation qui, de toute façon, était inéquitable à la base et qui allait forcément évoluer. Là, elle a évolué. Bon, on dit que l'informatique est rapide, on verra combien de temps ils se mettent pour se mettre en conformité. On peut penser, ça arrive souvent, parfois que la DGCCRF fasse preuve de tolérance dans ses contrôles, mais ce sera à voir. Est-ce que ça va jusqu'à l'annonce que je mets sur mon mur Facebook ou sur un groupe C'est toute annonce, hein, c'est toute D'accord. annonce concernant un bien soumis à la loi de 89, hein, donc résidence principale, doit mentionner des informations précises. Voilà. Et notamment le loyer, les charges, le dépôt de garantie, la surface habitable, ainsi de suite. Donc sur le mur Facebook
Il faudra mentionner tout ça. Donc, fini. Alors, c'est très drôle parce que parfois, je regarde régulièrement, on fait des enquêtes encadrement des loyers. Vous avez des petites annonces, mais qui sont alors d'une, qui sont lacunaires, mais à un point, c'est loue studio d'Enfer Rochereau, 14e arrondissement, 800 € CC. Voilà, il n'y a pas de superficie, on ne sait pas si le logement est nu ou meublé, la location est nue ou meublée, on ne sait rien du tout. C'est comme ça. Et donc là, maintenant, on va falloir faire preuve un petit peu plus de détails, être un petit peu plus bavard dans les petites annonces. Et c'est tout l'enjeu et le rôle de ce genre de webinaire aussi, c'est de bien informer les bailleurs, les candidats locataires voilà, ce genre d'informations et de préconisations qu'on doit retrouver. Je vous soumets une dernière question et puis après, je vous propose qu'on en finisse là, mais évidemment, on pourra poursuivre l'échange sur les différents sites internet et puis à des adresses contacts. Il y a une question qui a été posée, à savoir, l'OCAPAS a-t-il ce rôle de payer en cas de loyer impayé? Oui, sauf que le LOCAPAS, on ne l'a plus, sauf erreur de ma part, dans le privé. Dans le secteur privé, il a été remplacé par Visal. Je crois qu'il perdure encore dans le social. Et sinon, si on l'a dans le privé, c'est peut-être en avance du dépôt de garantie. Voilà. Oui, avance l'OCAPAS, il me semble. Hein, c'est ça, c'est en avance du dépôt de garantie, c'est sous condition. Mais maintenant, dans le secteur privé, on n'a plus le LOCAPAS, on a la garantie Visal, effectivement. Mais à la base, c'était le même objectif, à savoir couvrir les impayés de loyer. Et c'était un dispositif qui était gratuit. Oui, alors qu'aujourd'hui, en fait, ce qui reste, c'est une avance pour payer le dépôt de garantie, en complément même du dispositif Visal, qui existe toujours. Super. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là. On n'a plus de questions sur ces différents sujets. En tout cas, c'était riche et je pense que ça a été riche et en tout cas utile pour beaucoup. Comme je vous disais au début, ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez évidemment retrouver le replay sur les différentes plateformes, sur le YouTube de Dossier Facile également. On vous enverra un mail voilà, de suivi. Vous pouvez également, donc, je vous ai mis dans la discussion, retrouver le site donc, de CLCV. Monsieur Rodriguez qui était là et qui donc, vous a fait la présentation. Également, Dossier Facile pour l'aspect plus dossier de location. Et évidemment, vous pouvez tout à fait aussi nous écrire à l'adresse contact@dossierfacile.fr si vous avez d'autres questions. C'était un plaisir, messieurs. Merci pour toutes ces informations. Merci, Clara. Et très bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.